présentation elle va être faite par un duo, Glenn Kougoula, qui est ingénieur de recherche à l'Université Grenoble-Alpes et qui est membre à la fois de l'unité GRICAD, qui a été évoquée ce matin par Stéphane Requena, qui est en fait la première brique, je dirais, de la pyramide de Gensi, la première brique locale, et qui est également aussi membre, Glenn Kougoula est également membre du laboratoire Jean Kutzmann, qui est le laboratoire de mathématiques appliquées de Grenoble, et qui va donc intervenir en duo avec Arnaud Hay, qui est un autre ingénieur de recherche, qui lui est rattaché à l'Institut des sciences du mouvement donc de l'Université d'Aix-Marseille, et qui est plus particulièrement en charge, en tout cas qui est impliqué fortement dans la plateforme sur la plateforme Technosport, donc qui est rattaché à cet Institut des sciences du mouvement. Je leur laisse la parole en espérant qu'ils essaieront de tenir le temps correctement, parce que je sais que j'ai affaire à deux grands bavards. Vas-y Glenn, ou plutôt c'est Arnaud, non, je crois, qui commence. Arnaud, ouais, à toi. Alors juste avant que vous commenciez, justement, parfait, si vous pouviez cliquer sur basculer entre les affichages tout en haut de votre écran, parce qu'on voit la présentation en mode présentateur. Alors, basculer entre les affichages. Alors vous avez le curseur dessus. C'est bien. Super. Voilà. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je vais essayer effectivement d'introduire cette petite présentation que l'on va faire avec Glenn sur des travaux et un peu l'historique de notre rencontre et du travail qu'on a mené ensemble. Et en particulier, ce sont des travaux qui nous ont amenés à réfléchir, en tout cas du côté sport, sur comment traiter nos données, et en particulier sur un test qui, à la base, est un test assez classique, puisque c'est un test de force-vitesse que l'on emploie énormément dans le sport pour paramétrer l'entraînement, pour essayer de mesurer les effets de fatigue, pour essayer de mesurer un certain nombre de choses. Nous avons essayé à Marseille de construire un ergomètre qui permettait de mesurer les profils force-vitesse en les standardisant un peu plus et surtout de le faire en toute sécurité, mais ça ne nous suffisait pas et on a eu la chance de pouvoir travailler avec donc, des spécialistes du signal pour essayer justement de voir est-ce que les données que l'on a peuvent être traitées différemment et nous ouvrir une perception différente des choses. Et on verra tout au long de ce PowerPoint qu'effectivement, ça va nous emmener vraiment à voir d'autres choses. Donc là, ce sont juste pour vous montrer un petit peu, voilà, donc là, on a un ergomètre où on mesure un certain nombre, on a la chance au Technosport de mesurer énormément d'athlètes de tout niveau. Donc ça va être intéressant aussi par rapport à l'intelligence artificielle que l'on peut développer, c'est qu'on passe de l'athlète de très haut niveau, médaillable olympique, à de la personne lambda, sur un geste relativement standardisé. Donc c'était aussi ça important, standardisé là-dessus. Donc vous voyez un petit peu l'ergomètre et vous voyez une fiche assez classique que nous, on développe de ce qu'on appelle un profil force-vitesse, où on détermine à partir de certaines charges une corrélation d'une droite qui nous permet d'aller voir la vitesse max et la force max théorique d'un individu pour calibrer son entraînement. Donc, je reprends la parole. Pourquoi le lien avec la sismologie? C'est simplement qu'en fait, Vincent Nougier, ici présent, et Violaine Louvet ont travaillé ensemble et m'ont contacté suite à des travaux que j'avais réalisés en termes d'intelligence artificielle autour du signal sismologique. Et il s'avère qu'en fait, le signal sismologique, comme vous pouvez le voir ici, en fait, c'est un signal qui est en vitesse actuellement et qui en fait correspond en tout point, avec de grandes similitudes, à un signal sismo de type onde P, donc de compression, onde de cisaillement, et la coda qui est la traînée. En fait, c'est vraiment exactement les mêmes typologies de signaux, donc qui permet de reconnaître les hétérogénéités dans le milieu. Voilà, donc ce type de travaux pouvait aussi se retranscrire dans le domaine du sport, donc de la même manière. Donc on a commencé sans faire de l'intelligence artificielle, puisque la machine n'est pas forcément quelque chose de très intelligent. Donc je rebondis sur tout ce qui a été dit avant. Donc moi, c'est ma méthode de conception. Et donc on est parti là-dessus. Donc c'est notre lien direct avec la sismologie. Et pour continuer encore l'historique de notre synergie, on a commencé par faire une étude complète à l'aveugle, puisque nos collègues physiologistes, biomécaniciens n'avaient pas vraiment confiance en nous au départ. Donc on a commencé à collaborer il y a très peu de temps, il y a à peu près un peu moins d'un an, avec très peu de temps, sous l'égide de Vincent, bien sûr.
Donc, l'étude à l'aveugle a été de nous donner tout un tas de données, même des fois des données qui étaient identiques pour voir si en fait on ne trichait pas, de voir aussi des gens qui avaient évolué au cours du temps, qui étaient passés d'athlètes on va dire de bon niveau à très haut niveau, des gens qui étaient blessés sur une seule jambe, des amateurs, des jeunes. Enfin, on avait tout un panel avec pas mal de données à analyser. Donc là, en termes d'historique, vu qu'ils n'avaient pas très confiance, ils m'ont demandé de faire un peu d'eugénisme, c'est-à-dire de différencier les sujets entre amateurs, blessés, performants, très performants, etc. Donc les toutes premières analyses ont été réalisées donc bien à l'aveugle. Donc on a commencé à se focaliser en fait sur le signal brut sorti de machine et regarder si on était capable de les différencier. Arnaud ne me contredira pas si je lui dis qu'on a retrouvé à peu près tous les types de sujets, rien qu'au coup d'œil, simplement en regardant un peu leur déséquilibre, leur puissance brute, etc. Donc, fort de cette expérience, donc on a commencé à travailler ensemble. Donc, on a mis en place, ils ont beaucoup de données depuis un bon moment, hein, depuis longtemps que cette machine existe. Donc, on a mis en place un système donc, de calcul chez nous, donc dans notre mésocentre. Donc, là, c'est tout notre mésocentre qui est présenté. Donc, on a plutôt mis en place un système de stockage qui était sécurisé au sein de notre université, donc l'université de Grenoble, qui est relié et qui est monté en fait sur nos infrastructures de calcul dans un mode assez simple et assez collaboratif. Donc, en termes de travail, donc c'est du cloud computing. Donc, c'est une machine virtuelle qui est montée et qui a la possibilité d'avoir plusieurs GPU pour faire du calcul d'intelligence artificielle. Voilà. Donc, je vais vous parler dans un premier temps en fait de l'étude de fatigue, puisque c'était une étude qui nous avait été demandée. Puis à la suite, en fait, on viendra aussi à la blessure. Donc, c'est des travaux qui sont très exploratoires et qui amènent justement à la fin dans nos perspectives à l'intelligence artificielle. Donc, c'est des travaux qui ont été réalisés par Arnaud, par Caroline Nicole et Robin Amachi, qui est le thésard de Caroline et Arnaud. Donc, il s'agit d'une course de fond, donc de 20 km, donc le Marseille-Cassis de 2019, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une étude qui est mixte, donc entre 10 hommes et 10 femmes, donc de niveaux très différents. Donc, ça peut être du niveau amateur jusqu'à très bon niveau. Nous avons toujours travaillé à l'aveugle, comme d'habitude. Donc, ce sont des tests balistiques qui ont été réalisés sur plusieurs poids, donc de 0 kg en poussée jusqu'à leur poids maximum, qui est dépendant en fait de leur masse corporelle et de leur énergie. Des mesures d'EMG que je n'ai pas regardées, mais qui nous permettent de valider en fait ce qu'on a réalisé à la suite. Donc, il y a eu des séquençages. Donc, la première séquence, donc les gens ont effectué leur test balistique donc 24 heures avant la course. Ils sont censés être en bonne forme physique. Dans une deuxième session, c'était 24 heures après la course, donc le début des courbatures, le début, on va dire, la plus grande fatigue possible. Et après, en phase de récupération, donc 72 heures après la course, une troisième session. Donc, c'est plus possible de voir ce qu'on voit ici. Hein, donc, on verra plus tard quand on pourra tous se retrouver et courir tous ensemble. Donc, dans cette première étude de fatigue, donc la première réalisation, ça a été de regarder un peu comment se comportaient justement les gens. Donc là, ici, vous avez le comportement suivant les différentes sessions. Le Z, en fait, c'est ce qu'on demande à la personne. On lui demande de pousser en fait droit. Et les X et Y, en fait, ce sont les composantes adaptatives ou de compensation que réalise un athlète. Donc, ce qu'on vous trace en fait en 4D, donc c'est une personne qui 24 heures avant l'effort, donc là c'est un amateur, hein, donc c'est quelqu'un sur lequel on voit très bien qu'il est fatigué et qu'il ne récupère pas forcément très bien. Donc on voit donc sa poussée en Z qui est relativement linéaire et qui ne part pas dans les autres plans. Puis après, quand il commence à pousser pour aller jusqu'à sa force max, on voit qu'en fait il se décale, donc il compense de plus en plus pour arriver à sa force max. Vous regarderez aussi sur les trois courbes les niveaux qu'on atteint en fait en Z. C'est en ça qu'on a été utile dans cette analyse. C'est que pour la première session, la personne était capable de pousser, alors c'est des coups d'ADC, hein, donc c'est 400. La deuxième session, la personne pousse jusqu'à 600, alors qu'elle est censée être fatiguée. Et en troisième session donc c'est 700. On remarque clairement que 24 heures après l'effort, cette personne-là, sur sa jambe,
quand il commence à pousser, en fait, il ne pousse plus du tout sur le côté Z, donc il n'est plus du tout vertical. Il reprend un peu d'énergie pour repartir, puis il fait on va dire qu'en gros, il fait des mouvements en X, en Y pour finalement arriver. Donc on comprend bien qu'en fait, il y a des compensations qui se mettent en œuvre. Pour autant, la personne est toujours aussi puissante. Et il y a un phénomène d'apprentissage. Donc la personne qui a pour la première fois passé son test, on va dire que plus elle en fait, meilleure elle est, plus elle est efficace. Et 72 heures après, on remarque en fait que la personne en fait repart avec cette bonne courbe, donc montée verticale, montée longitudinale, donc parfaite, puis vers la fin en fait fait des efforts de compensation jusqu'à arriver à la même valeur, mais par contre en prenant un chemin beaucoup plus délicat. Donc on voit bien ces efforts de compensation. Donc la première chose qui nous a été demandée, c'était justement de caractériser, mais surtout de la voir, en fait, cette fatigue, puisque les méthodes classiques qui avaient été présentées par Arnaud précédemment, en fait, ne montraient pas de différence, en termes de fatigue. Donc le but pour nous, c'était de trouver donc, un exemple très fort. Donc on s'est rendu compte que justement, les composantes adaptatives avaient quelque chose de très qui était très primordial, on va dire, dans ces demandes-là. Donc on s'est mis à étudier justement cette consigne de poussée sur la Z par rapport justement à ces erreurs. Donc sur un sujet amateur, donc on le voit très bien, hein, donc une personne qui pousse, on lui demande de pousser, donc là c'est les 3 sessions, donc vous avez la première session qui est en bleu, la deuxième session qui est en jaune et la troisième session qui est en vert. Donc si on lui demande de pousser et on regarde simplement la consigne, donc la personne pousse, a toujours un peu le même schéma de poussée. En deuxième session, on voit qu'elle est un petit peu plus lente. Hein. On voit qu'il met un peu plus de temps à démarrer pour arriver jusqu'au bout. Et en troisième session, on constate une récupération. Donc là, je vous ai montré un sujet extrêmement visible. Tout le monde n'est pas comme ça, mais ça nous permet en fait de le voir beaucoup plus clairement. Si on regarde en fait si on soustrait les composantes adaptatives et les gens tels qu'ils font en fait leur compensation, alors là pour le coup c'est beaucoup plus parlant. C'est-à-dire qu'on se rend compte que pour la session 1, là, la personne, en fait, elle retrouve une forme de performance qui est assez nette. Dès qu'on passe en session 2 et qu'on a soustrait justement ces composantes adaptatives telles qu'on les a vues précédemment, on se rend compte qu'en fait, la performance n'y est plus du tout, en plus de la lenteur. Et en session 3, on se rend compte que la personne, en fait, a commencé à récupérer, mais n'a pas complètement récupéré. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, si on regarde de plus près, donc, on s'est rendu compte qu'il y avait... On voit très très bien en fait les choses en termes de vitesse et en termes de la façon dont la personne en fait engage sa jambe. Donc si on regarde en fait cette étude de cette consigne de poussée justement soustraite de l'erreur, on se rend compte en vitesse, donc là c'est la bande de fréquence entre 0 et 5 Hz, le maximum d'énergie est plutôt entre 0 et 1,5 Hz, et on voit bien en fait que la personne, donc là c'est normalisé, hein, donc tout le monde part de 0. Et donc en vitesse, on se rend compte que la session 1, la personne en fait engage très fort et a beaucoup de vitesse en fait dans les fortes énergies, puis après en fait continue. En session 2, la personne a complètement perdu en fait cette histoire de vitesse, a même une courbe caractéristique qui se décale, et en session 3, la personne en fait a commencé à récupérer, mais n'a pas totalement récupéré en fait son énergie. C'est des choses en fait, tout le monde, comme dirait Arnaud, non, c'est les gens compensent. C'est le cerveau reptilien, c'est ça? Oui, en fait, c'est simplement que ce qui est intéressant dans l'étude, et c'est ce que montrent pas mal de tests, c'est qu'on s'aperçoit que quand on regarde simplement la performance, qui à la base était la définition de la fatigue, ça veut dire qu'en fait la fatigue est liée à une baisse de performance. Quand on regarde la performance, souvent elle ne varie pas. C'est ce que par exemple on a mesuré sur Marseille Cassis quand on a fait un certain nombre de tests, comme des squat jumps, des drop jumps, c'est-à-dire des sauts. On s'aperçoit que la hauteur de saut ne varie pas. On a même eu des améliorations, ce qu'avait déjà trouvé Caroline Nicole à l'époque sur le marathon. Les marathoniens sautaient plus haut après le marathon qu'avant le marathon. Donc en fait, on a sur la perf un effet qui est un peu contradictoire par rapport à ce qu'on pourrait imaginer de la fatigue. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que justement, quand on a tracé les profils force-vitesse et qu'on a regardé juste force max et vitesse max par notre profil, ben, on n'a pas vraiment vu de différence. Chez les femmes, on n'en a pas vu du tout. Chez les hommes, on a vu non pas une diminution de la puissance, mais une modification de la pente force-vitesse, hein, du profil de la pente, mais c'est très, très léger.
Et donc, c'est vrai que c'était un peu frustrant. Et cette approche nous a intéressés parce que justement, elle montre que en fait, l'organisme cherche des compensations pour essayer de garder sa performance. Ce qui est vraiment intéressant dans un principe. Ce qu'on a mesuré aussi dans d'autres études et ce qu'on a aussi mesuré dans le fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire qu'un cerveau fatigué a tendance à surtout surconsommer pour essayer de produire la même chose. Et là, on est un peu dans le même principe, c'est-à-dire qu'on est là pour… on surconsomme de l'énergie puisque nos composantes sont moins efficaces. Par contre, on essaie de garder la résultante positive. Et donc, ce qu'on a voulu faire, donc après, c'était surtout de se focaliser, de trouver justement quels étaient les indicateurs de cette fatigue pour pouvoir les rentrer justement dans un modèle IA. Avant toute chose, c'était de voir si on était capable de détecter justement la fatigue. Donc, si on s'est amusé, on va dire, avec Violaine et Arnaud, donc à compiler tout le monde, donc toutes les gens, en gardant 2 classes particulières, donc les femmes et les hommes, et regarder un petit peu comment ça se comportait, aussi bien en vitesse qu'en accélération, et voir si en fait on était capable justement de détecter cet état de fatigue. Donc, le profil que vous voyez là, c'est toutes les femmes du Marseille-Cassis, et voir si en fait on était capable de mesurer et de trouver en fait dans une bande de fréquences justement ces choses-là. Donc ça marche aussi bien en vitesse qu'en accélération. Je vous ai montré l'accélération parce que c'est beaucoup plus net. Donc on se rend compte de la même manière que précédemment. Donc là c'est vraiment une grande moyenne. On va dire que c'est très lissé, c'est des signaux très moyennés. Donc pour les femmes, on se rend compte que globalement notre consigne moins l'erreur en fait donne bien une session 1 avec une conservation en fait de l'accélération, une session 2 moins performante et une session 3 en phase de récupération. Si je continue, on a fait la même chose avec les hommes, donc là je voulais zoomer et en fait on retombe sur la même chose en termes d'hommes et de femmes, sauf que en fait les choses se déroulent différemment, c'est-à-dire que les hommes ont tendance, donc là c'est normalisé, les hommes en fait globalement, parce que là c'était l'étude, globalement sont plus lourds, ont plus de masse, et donc en fait avec plus de puissance. Donc là tout est normalisé et on se rend compte qu'en fait la distribution des sessions, la façon dont les gens, c'est une hypothèse, la façon dont les hommes et les femmes récupèrent sont différents. Et donc on se retrouve avec les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'une session 1 où la personne est globalement au top, une session 2 en bas et une session 3 où les gens commencent juste à récupérer avec des différences hommes-femmes. Donc, pour être sûr de rentrer… pardon, j'ai enlevé un transparent, mais ça, c'est pas grave. Donc, on a fait ces états et on a commencé à regarder un peu les différences d'engagement. Alors, attendez. Elle est au-dessus, normalement. Oui, c'est celui-là, pardon. Donc, excusez-moi. Donc, on a commencé à regarder les différences en hommes-femmes. Donc là, ce n'est pas normalisé. Hein, donc, les hauteurs de courbe, il faut juste regarder un petit peu les courbes. Ce qu'il fallait pour nous, c'était de regarder aussi des marqueurs physiologiques spécifiques, sachant que plus on a de classes, plus c'est facile de faire de la statistique en intelligence artificielle. Et donc, déjà, avoir des groupes distincts, c'est intéressant pour nous, puisque ça fait des classes. Et donc, si on regarde de façon moyennée, donc là, vous avez la vitesse, en fait, toujours pareil, de la consigne moins l'erreur. Donc, on constate donc, des différences d'engagement qui ont été reportées par l'étude justement de Robin et de Caroline Nicole sur leurs résultats de MG. Donc, l'engagement en global masculin est différent d'un engagement homme et la tenue de vitesse aussi est différente. Donc, ça nous donne de bons espoirs justement de rentrer en fait des classes différentes pour pouvoir justement clusteriser un peu plus facilement les gens. Alors, attendez, oui, j'ai eu un petit doute. Donc, au-delà de cette étude de fatigue où on est en fait pas très loin d'arriver au bout, enfin j'espère. Donc surtout sur le Marseille-Cassis, c'est que on a aussi travaillé bien en amont sur justement la blessure et ses impacts en fait sur les gens. Et donc toujours à l'aveugle. Ce qu'on a fait, c'est qu'avec Arnaud, on a commencé à regarder un petit peu comment se comportait un sujet sain, un sujet blessé. Alors, ce n'est pas vraiment un sujet blessé au sens strict, puisque c'est une personne qui peut quand même pousser sur la machine. Donc, c'est une personne qui a subi une blessure, mais qui est quand même apte à faire un petit peu de sport.
Donc, en se focalisant sur la blessure, on a trouvé aussi des choses intéressantes, ce qui va aussi nous augmenter notre nombre de classes pour clusteriser les gens à terme. Donc, c'est de se rendre compte. Donc là, clairement, en fait, on s'est focalisé sur la fréquence, puisque au niveau fréquentiel, comme vous pouvez le voir, un sujet sain, en fait, a un engagement. Donc là c'est les 3 composantes en densité spectrale. Faites pas attention aux fréquences. Là, je me suis pas arrêté. Je me suis arrêté à 500 Hz, donc ça n'a plus de sens physique pour la personne. Mais on se rend compte que donc là, c'est jambe droite et jambe gauche. Donc jambe droite, jambe gauche. Un sujet sain, en fait, a toujours une signature caractéristique, quelle que soit la personne, de cette forme-là. Par contre, un sujet blessé, donc on se rend compte qu'il a une jambe qui va bien, donc en fait, il a toujours cette forme-là. Par contre, sa jambe blessée, en fait, c'est ce système-là, c'est complètement atténué. Donc, on s'est beaucoup focalisé là-dessus, beaucoup focalisé justement sur la bande 0,10 Hz et sur le poids maxi, puisque c'est là où la personne, en fait, a le plus d'appréhension. Et donc, c'était une hypothèse de départ qui s'est vérifiée. Et voilà, donc on en est arrivé à justement faire cette étude au niveau fréquentiel, mais aussi au niveau de la phase, puisque c'était intéressant, donc de garder donc ces différents postulats. Donc la personne a une hésitation. Donc j'ai rayé le fait que les 2 jambes ne soient pas blessées ou pas de la même manière, puisqu'il m'a été... En fait, dans les données qu'on peut avoir, ce n'est pas forcément vrai. Donc une personne peut être blessée de la même manière sur 2 jambes. Et les 2 jambes peuvent être blessées, forcément. Et donc, ce qui nous paraissait important, c'était de garder justement ces 3 composantes, donc les compensations, qui correspondent en fait à une anomalie, donc à une compensation mécanique, assez facilement. Donc, la première méthode, c'était surtout de voir de la fréquence. Donc, ça a été de convoluer en fait les 3 composantes. Et le premier résultat qui a été assez clair, c'était donc de comparer on va dire ces convolutions avec un synthétique, donc en fait en les corrélant. Donc, ce qui nous donne en fait le type de schéma suivant, c'est-à-dire qu'on a un synthétique qui est semi-parfait, donc c'est une personne qui pousse parfaitement. C'est presque un Dirac, mais ce n'est pas un Dirac. Et on compare en fait chacune des personnes et chacune des jambes. Donc là, vous avez 2 jambes. Et il s'avère qu'en fait, le déphasage par rapport à ce Dirac-là, en fait, correspond en fait au déficit de la jambe. Donc en fait, on peut caractériser une personne blessée puisqu'elle se décale en fait du synthétique qui tombe pile poil en phase. Donc ça, c'était simplement pour la comparaison, pour voir qu'une personne est blessée. Donc une deuxième étape nous a été demandée, c'était de caractériser justement ces erreurs-là. Donc en faisant un travail exploratoire surtout sur je voulais absolument refaire en fait la fonction de transfert de la compensation, c'est-à-dire trouver en fait la perfection en termes de compensation. Quand j'ai fait la fonction de transfert boucle fermée de tout, donc en rentrant une consigne idéale qui est en fait ce synthétique-là, et en mettant en fait une régulation, quoi, tout simplement, et en voulant retrouver ça, je me suis aperçu surtout que la fonction d'erreur qu'on trouvait en fait en entrée, c'était simplement la cohérence. Donc, ce qui paraît assez logique maintenant, mais sur le coup n'était pas si logique. Donc, en traçant en fait cette fonction de cohérence, donc là, vous avez les fréquences et en fait, vous avez la cohérence. Plus on est cohérent par rapport justement à ce Dirac-là, plus en fait, on est sain. Donc, le Dirac, forcément, est toujours à 1, surtout dans cette bande de fréquences. Une personne en fait qui est saine oscille autour de 0,98 jusqu'à 1 en termes de cohérence. Donc ça, c'est une personne qui va bien. Une personne qui est légèrement blessée commence à avoir en fait des problématiques de fréquence. Donc sur une fréquence donnée, commence à avoir des choses. Et une personne qui est vraiment fortement blessée commence à avoir en fait des zones complexes d'incohérence, donc qui correspondent en fait à des blessures. Et donc ça nous permet aussi de mettre en exergue la possibilité de pouvoir détecter la position d'une blessure, voir si en fait les gens en fait ont des défauts tout simplement sur leurs jambes. Et donc il y a une étude là qui est en cours avec je ne sais pas si je peux le dire, avec Marseille et des médecins, pour déterminer avec une fiche médicale de chacun en fait des footballeurs,
en fonction de leur passif et de leur passé, donc de passer toute cette donnée-là et de caractériser en fait les endroits des blessures. Parce que c'est quelque chose qui nous apparaît important. Je suis dans les temps. Voilà, donc on en arrive. Arnaud, tu voulais rajouter quelque chose ou... Non, non, c'était le but là-dedans était effectivement de caractériser en particulier la possibilité de reprise d'un athlète, parce qu'on sait tous que quand un athlète a une blessure, c'est toujours une problématique de savoir quand est-ce qu'il peut reprendre. Est-ce que vraiment il a réintégré complètement un schéma moteur et une motricité comme avant sa blessure ou pas? Parce que souvent, nos tests montrent que oui, globalement, il va. Hein, et quand on passait, nous, à partir de ce stade, on se rendait compte que ce n'était pas si clair que ça. Et quand on interrogeait l'athlète, lui non plus ne se sentait pas forcément prêt à reprendre. Et donc, ça nous permettait, et on espère que ça va nous permettre de bien caractériser la reprise d'une activité après blessure. Et pour compléter ce que vient de dire Arnaud, on s'est aussi rendu compte qu'on a des données sur assez long terme sur des gens qui ont été blessés, qui ont été passés chez le kiné, je sais pas, voilà, qui sont en phase de récupération. Et en fait, on se rend compte que cette bosse-là, en fait, se décale au fur et à mesure on va dire de la prise de performance ou le fait que la personne soit de moins en moins blessée. En termes de perspective, donc on n'a pas parlé d'IA, mais on est en plein dedans. Donc là, maintenant qu'on a isolé en fait des signatures temporelles justement et spectrales, on a des marqueurs qui sont relativement bien identifiés. Donc donc là, c'est Violaine Louvet qui s'est lancée dans un apprentissage non supervisé pour justement clusteriser les données, voir si on retombe en fait sur nos clusters et si on est capable de faire des familles de personnes qui sont en phase de récupération ou fatiguées. Et aussi à plus long terme, donc de créer justement un modèle supervisé qui comprend beaucoup de données qui vont être multivariées, donc avec des EMG, des goniomètres, mais aussi la machine, le test balistique, mais aussi donc des classes prédéfinies, donc qui vont être de ce qu'on s'est aperçu, donc en fonction du type de sport et de son déséquilibre, nous donnent en fait des résultats différents. Donc, les personnes qui font du saut de haie, si je ne dis pas de bêtises, sont des gens qui sont déséquilibrés, différents niveaux aussi, différentes disciplines, donc voilà, et différentes performances, et de pouvoir un petit peu clusteriser tout ça afin de pouvoir avancer justement à terme, donc de faire en fait nos études plus long terme sur des précurseurs justement à la blessure. Donc, on a déposé auprès de l'ANR un projet dont Arnaud est le porteur. Et notre but, c'est vraiment c'est de garantir la reprise après blessure, d'éviter justement de futurs blessés et les coûts que ça peut avoir, y compris à la personne amateur, hein, et d'éviter justement des problématiques au niveau de l'assurance maladie. Et de la performance sportive. La performance sportive aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai. Voilà. On n'a pas trop parlé, Vincent, donc voilà. Merci beaucoup. Glenn Arnaud, je ne vous coupe pas, vous êtes arrivé à échéance de l'exposé, on est d'accord? Oui. Parfait. Merci beaucoup déjà pour cette intervention en binôme dynamique et extrêmement claire. Je trouve ça très intéressant d'essayer de gratter sur des données finalement relativement simples avec des approches méthodo. C'est extrêmement intéressant. Donc, merci pour votre intervention. J'ai des questions, mais je vais laisser les collègues intervenir s'il y en a. Juste avant, parce que deux points d'information, je dirais, complémentaires, parce qu'ils sont importants et que je les ai oubliés tout à l'heure. Le premier, et qui montre, je dirais, les intérêts d'une synergie. Le premier, c'est que Arnaud a été pendant 4 Olympiades préparateur physique de plusieurs équipes nationales. Et donc, je pense que c'est ça aussi là, on voit typiquement un lien fort entre des approches qui viennent du terrain et des approches qui au départ étaient finalement très très éloignées de la pratique sportive, hein, puisqu'on vient quand même du traitement du signal de sismologie. Et je crois que c'est important d'avoir en tête qu'on peut aller chercher des informations très 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 loin du sport pour arriver à ça. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ce travail s'inscrit dans le cadre d'une plateforme en réseau qui a été financée par le CNRS et qui implique les universités donc, de Bordeaux, de Marseille et de Grenoble, et qui est amenée à s'ouvrir d'ailleurs à d'autres si d'autres souhaitent
nous rejoindre. L'idée étant justement, parce que c'est, je pense, une des problématiques sur lesquelles on aura l'occasion de discuter dans le cours de la table ronde, eh bien, le partage des données, la mise en forme commune des données, etc. Donc, je crois que c'était important de le dire parce que c'est de cela que naît finalement toute cette dynamique. Je te laisse la parole. On a perdu Gaël. Ryan, je vais continuer, c'est pas grave, Ryan. Il y a une question? En fait, je voudrais vous poser une question à ces messieurs par rapport à la fatigue. Donc, ce que j'ai vu dans l'exposé, c'est que c'était mesuré de manière très pointue. Je voudrais avoir leur avis sur les mesures subjectives de la fatigue. Par exemple, les échelles de mesure comme le RPE qui est plus utilisé pour mesurer l'intensité d'un entraînement, mais souvent il est affiché aussi pour mesurer la fatigue et je voudrais avoir votre avis sur ça. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez avoir comme avis. Nous, effectivement, on a utilisé aussi ces échelles pour effectivement mesurer d'un point de vue subjectif la fatigue. Donc, parce que là, ça, c'est une partie des données, mais il faut savoir que sur cette étude, et il y a un papier qui est en train d'être reviewé en ce moment, justement, sur toutes ces données, où on a mesuré aussi juste après la course, 24 heures après, ainsi de suite. Donc, on a utilisé ces échelles pour essayer de corréler certains facteurs. Donc, ce sont des échelles qui sont tout aussi valides. Tout est lié à la complexité de qu'est-ce que c'est que la fatigue et vraiment qu'est-ce qu'on met derrière ce terme. Très bien. Non, c'était juste pour voir, effectivement, que vous me dites que vous l'utilisez, ça me rassure un petit peu parce que j'aimerais bien faire des travaux avec et même si je sais que c'est plus qu'accepté dans la littérature, mais parfois, voilà, je suis néophyte, je suis tout nouveau dans le domaine, donc je me dis que peut-être la subjectivité, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour mesurer quelque chose qui est aussi complexe. Non, je ne pense pas que ça... Oui. Juste peut-être pour compléter, parce que ça fait partie aussi des éléments que j'aurais pu préciser précédemment, mais qui vont peut-être répondre à cette question, c'est que justement sur la plateforme, on est aussi en train d'intégrer des données en sciences humaines et sociales, en particulier en psycho, justement sur les problèmes de perception de l'effort, perception de la douleur, motivation, etc. etc. Et l'idée et l'enjeu, c'est justement à la fois de confronter, je dirais, des données, on va dire, physiologiques, objectives par rapport à ces données qui sont précisément plus subjectives, mais aussi à terme de les intégrer dans un modèle beaucoup plus large. Ce qui est important, c'est comprendre que la fatigue, à chaque fois qu'on prend la fatigue, on a juste un regard sur la fatigue. Et en fonction des données que nous allons prendre, ce n'est pas le même regard, ce n'est pas le même plan. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus juste que l'autre. C'est simplement, on ne regarde pas tout à fait la même chose. Donc, tout est valable. Très bien. Merci beaucoup. Glenn, Arnaud, j'avais une question. Est-ce que vous utilisez des approches de traitement du signal un peu poussées aussi pour détecter de manière plus fiable le début des impulsions? Parce qu'en réalité, ces questions de déphasage peuvent être fortement dépendantes de la qualité avec laquelle on détecte ce moment extrêmement précis. On a pu nous le voir dans plein de mouvements, parce qu'on mesure finalement la sortie, on mesure la mécanique, tout un tas de choses qui se passent avant. Et la qualité avec laquelle on détecte ce moment est fondamentale, surtout lorsque vous utilisez ça pour regarder s'il y a des déphasages d'impulsion entre des jambes. Donc voilà, est-ce que vous êtes attaqué à cette question également ou pas du tout? Alors on a normalisé beaucoup, donc on a pas mal triché, il faut être honnête. Donc on est parti de pousser tout identique en termes de dimension de signaux. On a remis l'offset de départ et en fait, on a enlevé, si tu veux, toutes les préparations parce que les gens en fait commencent à poser leurs pieds et commencent à faire des erreurs en fait, nous font des erreurs et avec beaucoup de tests parce qu'on a pas mal travaillé dessus. Il s'avère qu'en fait ça change pas grand chose en termes d'énergie puisque le rapport signal à bruit est vraiment très fort et en fait la mesure claire change pas grand chose en fait en termes de résultats, en termes statistiques. On n'a pas vraiment d'erreur. Si tu veux, on prend en fait, si tu veux, un poids, on prend l'endroit où la personne pousse le plus fort, on prend un tout petit peu de relaxation après, et en fait, on prend un temps certain juste avant, on abaisse en fait les problématiques d'offset et de trucs juste avant la poussée, et en fait, si tu veux, de tout ce qu'on a vu, alors de tout ce que j'ai vu, je peux parler que pour moi,
en fait, ça n'a pas d'influence. On tombe toujours en fait sur les bonnes phases et en fait, on tombe toujours aussi sur les bonnes valeurs. En fait. Okay. Je ne suis pas sûr d'avoir compris si vous aviez utilisé des méthodes de traitement signal particulières pour détecter ce moment-là. Parce que nous, c'est des choses très simples, on part du pic de puissance et on remonte jusqu'à avoir une inversion de la pente. Ça marche plutôt bien, mais comme je suis je suis pas un G, j'avais des questions. Nous, c'est ce qu'on fait aussi quand on le traite à la méthode traditionnelle, c'est-à-dire qu'on remonte effectivement, on le fait assez classiquement, mais c'est vrai que l'avantage là-dedans, et c'est pour ça que sur cette partie en aveugle qu'on a dit au tout début, où on était un peu incrédule, je dirais, où en plus, comme l'a dit Vincent, moi je viens à la fois de la recherche, mais à la fois beaucoup du terrain. Quand on me dit que des mathématiques peuvent me dire si quelqu'un fait de la haute performance ou pas, c'est pas facile, je dirais, comme approche. Et c'est pour ça que cette phase en aveugle a été très importante quand j'ai envoyé à Glenn mes premières données où, je vous dis, il y avait du champion olympique à l'amateur, en passant par l'intermédiaire, le blessé, la femme et tout ça, et que sans même savoir quel était le test, c'est-à-dire j'ai envoyé des jeux de données en disant c'est des forces à 1000 Hertz. Il a été capable de me dire, là, l'énergie, elle est plutôt belle, elle est plutôt comme ça. Et ça, je pense que c'est un athlète de haut niveau et qu'il est tombé sur l'athlète de haut niveau. Et inversement, c'est ça qui m'a interpellé dans la démarche et qui a fait que je me dis qu'il y a quelque chose que nous, quand on reste dans nos dogmes de nos thématiques, on passe peut-être à côté de quelque chose. Et en bas, en fait, de cette pente, je vais rentrer dans le détail, parce que, comme dit Vincent, je parle beaucoup, mais en fait, en bas de cette pente, il y a des choses intéressantes en termes fréquentiels. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, ça rajoute de l'information. Et en plus, c'est des choses qu'il faut faire attention pour nous, parce qu'on fait beaucoup d'études fréquentielles, c'est que le signal étant très très court, la plupart du temps, on a tendance à concaténer beaucoup pour avoir des informations fréquentielles, puisqu'il nous faut au minimum 30 secondes de données pour être précis à 1 Hertz. Là, pour le coup, il a fallu, les résultats qu'on vous a présentés, c'est concaténer sur tous les points. Voilà. Donc, il y a quand même des choses intéressantes. Il faut garder en fait cette finesse fréquentielle. La PSD, en fait, ne prend pas en compte la phase, mais garde en fait cette finesse fréquentielle en termes de rebond, même juste avant, en fait, puisqu'il y a des choses qui se passent en fait de la façon dont la personne en fait pousse.